Bonsoir à tous, bonne année à ceux qui nous rejoignent, bonne année à tout le monde, bonsoir. Donc nous sommes sur le plateau ce soir là pour ma première, moi-même c'est ma première, je viens d'arriver là dans le studio, je découvre donc le nouveau plateau. Donc ce soir nous sommes avec Nicolas Joachim. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sabine. Bonne année, la santé hein. Merci beaucoup à toi. Comment ça s'est passé alors les fêtes de fin d'année, ça a été? On a essayé de travailler un petit peu pour être sûr de soit réussir l'année ou soit peut-être un peu moins galérer que les années précédentes. On va voir ce que ça donne. D'accord. Alors ce soir avec nous avons aussi, c'est Madame Samadi Garrison. Bonsoir, enchantée. Bonsoir, belle année. Merci, vous aussi. Comment ça s'est passé les fêtes? Il y a eu un peu de repos et c'était la manière dont je souhaitais fêter cette année, donc bien. D'accord, bon, bah, super. Et on a un deuxième Nicolas, c'est ça? Oui. Donc c'est Monsieur Nicolas Émile. Oui, oui. Super, alors bonne année, la santé surtout. Comment ça s'est passé pour vous? Les fêtes? Oui. En famille, avec mon épouse et mes beaux-parents, ma mère aussi. Enfin, grosso modo, le classique. Tranquille, quoi. Ouais. Bon, bah, super, super. Merci beaucoup. Donc, ce soir, on va parler de s'engager et entreprendre au pays, parce que c'est vrai que vous travaillez en Guadeloupe, vous allez nous expliquer un petit peu vos différents parcours. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe, parce que nos jeunes continuent quand même de partir. Donc, on a vu qu'il y a de grosses choses qui sont mises en place au niveau de nos dirigeants politiques et économiques pour aider au retour à ceux qui veulent revenir. Donc quand je parle du retour, je parle de ceux qui ont grandi ici, bien évidemment, qui sont partis faire un bac ou un bac plus 2 et qui aimeraient bien rentrer chez eux quand même une fois diplômés pour travailler. Ou bien sinon, même pour un jeune qui veut trouver un travail ou ouvrir une entreprise ici. Comment ça se passe? Mais avant, j'ai une question à vous poser par rapport à l'actualité. Est-ce que, quel est votre avis sur le remaniement ministériel qui a eu lieu? Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas? Bon, comment s'appelle le nouveau Premier ministre? Monsieur Attal. Exactement, Gabriel Attal qui vient d'être nommé là, donc qui était juste avant au ministère de la Justice. Enfin, pas de la justice, de l'éducation nationale, pendant quelques mois, 5 il me semble. Bon, enfin, on n'oublie pas qu'il y a eu quand même 2 mois de grandes vacances. Hein. Ouais. Il a pris son pas juste avant les grandes vacances. Donc, c'est lui qui a mis en place la réforme pour l'abaya, enfin contre l'abaya dans les écoles. Il est en train de revoir là par rapport à tout ce qui est Parcoursup. Donc, j'aimerais bien justement, Nicolas, peut-être par rapport à Parcoursup, parce que c'est une galère là-bas pour eux, mais c'est une galère aussi pour nos jeunes ici. Ah oui, c'est une galère un peu partout. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de choses un peu dans les tiroirs. Donc, on est un peu dans l'expectative. Par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup de défiance dans l'air, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui n'ont pas été réglés, qui ont même empiré. Certains diront que les mesures principales qui ont été prises semblent un petit peu, comme de la cosmétique, quoi, pour un petit peu, dans un sens populiste. Certains diront ça. Après, bon, comme on dit, il faut laisser le temps au temps. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de temps. Et effectivement, parce que là, maintenant, le temps court. Hein, donc, moi, je suppose que si le président a nommé Gabriel Attal, c'est aussi parce qu'il y a des élections qui arrivent bientôt. Donc, je pense qu'il prépare aussi les élections. On va voir ce que ça va donner comme résultat. En tout cas, nous, pour l'Outre-mer, on a toujours Gérald Darmanin, puisque notre sous-ministre est parti. De toute façon, lui, il en avait déjà la casquette avec son eau qu'il faut bouillir. Donc, il est parti en prenant ses jambes à son cou. Mais il paraît qu'il y aura peut-être quelqu'un... oui, je pense. Ils sont en train de faire le casting. Oui, le président va faire un discours visiblement fin de semaine prochaine. Alors, on attend d'avoir la date. Mais en tout cas, il devrait parler là et... je pense que le nouveau gouvernement sera complet. Il y aura tout ce qui est... secrétaire d'État, comme on dit. Ce qui était Gabriel Attal au début, lorsqu'il a commencé. Voilà, alors justement, pour revenir... C'est bizarre, hein, on parle du Premier ministre. Le sujet qui revient le plus souvent, le sujet le plus médiatique, quand on parle de cette personne-là, on ne l'a pas abordé là. C'est intéressant, parce que ça veut dire que peut-être que là, sur le plateau, on parle du fond. Parce que sur la forme, il y a des éléments sur sa vie personnelle, en fait,
dont on se retrouve tout le temps à parler en premier. Et moi, je trouve très intéressant que tu aies bouclé la boucle sans qu'on en parle. Puisque les orientations et autres des uns et des autres, franchement, moi, on s'en fout, quoi. Déjà, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est Parcoursup. Comment nos jeunes, là, à la fin de l'année, comment... Et justement, j'allais même revenir sur ça par rapport à Parcoursup. Est-ce que... parce que dans la réforme qu'il avait fait, Gabriel Attal, il voulait aussi revenir sur la réforme du bac. Donc, est-ce que toi, au niveau du réseau DMJ, tu sais si ça se passait bien pour les étudiants? Parce que visiblement, la dernière, ce qui était mis en place là, c'était pas top, puisque les profs se plaignaient en disant que les notes étaient juste en continu, donc que les enfants n'avaient pas d'examen, ils validaient juste... Ils validaient leur année comme ça, avec les notes. Est-ce que tu sais concrètement ce qu'il en était? Alors, en tant que formateur média jeune, puisqu'en fait, le DMJ s'est terminé l'année dernière, donc il n'y a plus de réseau DMJ, effectivement, les remontées qu'il y a lors des éléments de formation qu'on a avec les différentes associations, surtout celles qui sont... on va dire, sur les lycées, on voit qu'il y a une grande crainte et une grande attente, en fait. C'est-à-dire que globalement, comme c'est des modifications qui prennent du temps, donc il y a des effets d'annonce. Et souvent, ce qui est annoncé à l'année N, on voit les effets à l'année N plus 1. Oui. Donc c'est un peu difficile de donner un avis. C'est un peu comme si au moment où on va donner un avis, on sera en train de commenter ce que celui d'avant fait. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant, quoi. Oui, parce que là, ce qu'il est censé retirer, c'est ce qui avait été mis en place, je crois, à peine 2 ans avant. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment, on verra comment ça va se passer avec les profs et les étudiants. Hein. Donc après, de toute façon, si tu as l'information, moi, ça m'intéresserait bien aussi de voir un petit peu si par rapport à ça, pour les étudiants, ça s'est amélioré. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, vous présenter un petit peu et nous expliquer comment ça s'est passé pour vous, l'entrepreneuriat et pourquoi pas les études, hein, puisqu'on en parle justement avec le nouveau gouvernement. On a vu les notes au niveau de l'éducation. Bon, les résultats, on continue de chuter. Comment ça s'est passé pour vous, les études? Est-ce que vous avez fait vos études en Guadeloupe? Est-ce que vous avez dû partir sur le territoire hexagonal? On veut tout savoir. C'est marrant parce que je vous écoute parler un petit peu d'éducation nationale depuis tout à l'heure et ça me fait un peu de peine d'en parler en France parce que je trouve qu'on ne donne pas justement assez de moyens aux étudiants. On ne parle pas assez d'argent. On n'aime pas parler d'argent en France et c'est ça qui est le plus grave. Donc moi, j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai passé mon bac à 16 ans et je suis partie presque immédiatement à Saint-Martin faire mes études dans une école internationale. Ah, c'est bien. Parce que malheureusement, à l'époque, il n'y avait vraiment pas assez de moyens en France. Et encore une fois, pas pour clasher politiquement. Hein, mais c'est parce que c'est vrai. Voilà. Et aussi, je trouve qu'au final, on n'évolue pas beaucoup justement sur cette éducation. Donc moi, mon parcours a été de vite partir à l'international. Donc j'ai été aux États-Unis, j'ai été en France également, en Hexagone également. Et je me suis rendu compte, oui, que pour moi, pour l'entrepreneuriat, il vaut mieux goûter un petit peu à l'international. Et pourtant, il faut aussi rester très soudé à ses racines locales. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la force d'un entrepreneur, c'est de pouvoir mélanger ce que demande le peuple et se rappeler ce qu'est son peuple, quelque part. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on choisit, nous, de faire au Green Hostel. Le Green Hostel est donc un endroit de voyageurs, hein, en premier lieu. Et donc, du coup, forcément, il y a ce côté international. Mais c'est notre rôle à nous, et on en parle souvent justement avec Nicolas, de faire l'éducation des gens qui passent, mais aussi l'éducation des gens que l'on représente. Donc, en Guadeloupe, malheureusement, aux Antilles, malheureusement, dans la Caraïbe, on a de plus en plus un problème de transmission. Je me rappelle des grands-mères qui nous forçaient à faire ces soupes et dès qu'on éternuait, on venait dans le jardin et on montrait toutes les plantes possibles et imaginables. On fait ça avec mes neveux et nièces aujourd'hui. Personne ne sait faire la différence entre un gros thym et de la menthe. Pourtant, c'est important. Hein. C'est très important. Donc voilà. Donc je réponds à toutes les questions en même temps. Donc moi, mon parcours a été celui-là de quitter la Guadeloupe, effectivement, parce que on parle il y a presque 15 ans. Effectivement, à part aller en France et faire à l'époque ce qui était à la mode, c'était le commerce, ou alors médecine, ou alors droit. C'était les 3 choses qu'on faisait. Et sinon, effectivement,
tu es un ovni et voilà, tu vas te retrouver dans le textile ou travailler au McDo. C'était les seules options. Et donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai choisi à l'époque de ne pas rester dans ce parcours français. Je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, surtout grâce à Internet, il y a beaucoup plus de possibilités de formation. Oui. Mais c'est vrai que malgré ça, je dirais déjà pour la barrière de la langue, en France, on ne parle que français. Et on parle français qu'en France. Donc, oui. Effectivement, apprenez l'espagnol, apprenez l'anglais. Et c'est bien d'apprendre sur Internet ou à l'école, mais il faut voyager de toute façon. Je pense qu'un entrepreneur se doit d'aller découvrir d'autres choses afin de se découvrir lui-même et être sûr de ce qu'il veut. Parce que le problème de l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde peut avoir une bonne idée. Hein. Le problème, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Et pour pouvoir aller jusqu'au bout de quelque chose, il faut savoir que c'est exactement là où on avait envie d'aller à la base. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des détours. Au contraire, on le sait très bien en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, préparez-vous. C'est jamais une ligne droite. Oui. Si c'est une ligne droite, c'est que la vague d'après va être vraiment très grosse. Donc, acceptez tous les petits problèmes du début. Vaut mieux que ça arrive au début. Comme ça, après, on est prêt pour ce challenge-là. Donc, pour bien définir la réponse, je suis partie, moi, faire des études de commerce international que je n'ai pas terminées parce que, justement, je n'étais pas sûre. Et donc, mes études, moi, ont été l'entrepreneuriat, justement, de pouvoir travailler avec des personnes qui, elles, avaient fait de grandes études. Et j'ai appris beaucoup sur le tas. Et donc, mon associé Xavier Sambar, qui, lui, est dans le génie civil, donc lui, il est capable de s'occuper vraiment de tout un chantier. Lui a eu la force, effectivement, de finir ses études là-dedans. Et c'est aussi important, ce profil-là, dans l'entrepreneuriat. Il est important de très bien connaître son métier ou au moins de s'associer avec des personnes qui connaissent très bien leur métier. D'accord. C'est intéressant comme parcours parce que, du coup, je rebondis. J'aimerais bien savoir, pour que les gens puissent se faire une idée, quelle est la différence entre les études françaises, dites françaises, et les études à l'étranger. Est-ce qu'il y a des différences significatives ? Oui. À part les casiers, bien évidemment, dans le couloir. Et puis le mode de vie, on ne va pas se mentir. Je pense que la différence, en France, on a une idée reçue de ce qu'on doit apprendre et comment on doit l'apprendre aux gens. D'accord. Je pense. Alors, je donne un exemple tout bête. Hein. Aux États-Unis, à partir de l'âge de 11 ou 12 ans, tu décides quels vont être tes cours. Alors, bien évidemment, il y a des cours obligatoires, mais sinon, je ne suis pas douée en maths. Je ne vais pas prendre une option ou plus d'heures sur les mathématiques. Alors, par contre, évidemment, c'est important pour tout le monde de savoir compter, donc il y aura un minimum d'heures nécessaires. Par contre, l'élève peut décider dès le départ que moi, je m'intéresse beaucoup plus aux langues, donc j'aimerais aller plus vers ça. Le sport ne m'intéresse pas, parce qu'on a le droit de ne pas aimer ça. Je trouve qu'en France, c'est beaucoup poussé. Je me rappelle à l'époque du bac, certaines personnes n'ont pas pu passer leur bac parce qu'ils n'avaient pas participé à assez d'épreuves de sport. Il faut savoir que l'encadrement sportif, spécifiquement aux Antilles, en plus de ça, est assez léger. Les filles ne se sentent pas toujours à l'aise, les garçons se moquent souvent d'eux, choses comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant d'être dans un domaine où on peut vraiment décider de ce qu'on veut faire et se découvrir réellement. Je trouve qu'en France, malheureusement, on ne nous donne pas assez l'opportunité de savoir qui on veut être. Donc pour moi, c'était ça la différence stricte. Mais par contre, je trouve que le système français apporte beaucoup plus de culture générale. Si je peux, sans vouloir lancer des pics aux États-Unis, mais c'est vrai, ils sont beaucoup centrés sur leur propre personne. Et donc aux États-Unis, j'ai pu me spécialiser, mais par contre, clairement, ma culture générale vient de la France. Là-dessus, on est beaucoup plus cultivé que la plupart des pays dont on pourrait parler. Donc pour moi, la différence a été vraiment celle-là. En France, pas assez de liberté et peut-être justement pas assez de strict de l'autre côté. En tout cas, le côté que moi j'ai connu avec les États-Unis. D'accord, merci beaucoup. Alors vous, c'est The Green Hostel ? Oui, et quartier général 8, qui est donc au rez-de-chaussée, dans l'espace Lacou, parce que le Green Hostel a la chance d'avoir 3 espaces sur 3 étages. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un hôtel ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une auberge de jeunesse qui se veut également centre culturel. D'accord. Tiers-lieu, c'est le terme. C'est juste que la Guadeloupe n'est pas trop habituée à ce terme, mais tiers-lieu, ça veut dire qu'on est un centre culturel et social qui veut créer un écosystème qui serve à la fois d'éducation, aussi qui soit loisir, on ne va pas se mentir, lieu de rencontre, lieu de lianage. Ça, c'est le fait que je sois là ce soir montre bien ça. Il faut faire ensemble, il faut fédérer, il faut
il faut s'accepter et avancer ensemble. Pour moi, oui, c'est ça le Green Hostel en réalité. Bon, bah, super, merci beaucoup. Et vous, alors, Nicolas Émile, vous avez fait quoi comme parcours, justement, par rapport à vos études? Est-ce que vous les avez faites en Guadeloupe ou à l'étranger? Qu'est-ce qu'on veut tout savoir aussi? J'ai aussi une expérience à l'international. J'ai fait plusieurs échanges linguistiques et à l'instar de ma voisine, Sabadi, j'ai aussi connu différents systèmes scolaires. Donc, je suis allé à l'école à Trinidad, en Angleterre. J'ai validé mon Master 1 en Allemagne plus récemment. Et je suis actuellement doctorant en sciences politiques. Donc oui, l'expérience internationale, elle était, en plus dans le domaine des sciences politiques, une case à cocher. D'autant plus que ma spécialisation, ce sont les relations internationales. Donc, savoir parler notre langue, apprendre des différents modèles, des différents modes de vie et modes de fonctionnement administratifs et politiques des différents pays, c'est très enrichissant dans mon parcours. Donc oui, je reconnais beaucoup de traits, je partage beaucoup la vie de Sabadi parce que, en fait, j'ai eu des expériences à l'international un peu différentes. Après, nous avons nos avantages, nos forces et nos faiblesses. La France fait l'éloge de l'humanisme avec Rabelais, Gargantua. C'est l'éloge de la connaissance générale. Si vous avez côtoyé les textes de Rabelais, en fait, il faut tout savoir sur tout. Il fallait tout savoir sur tout. Et donc, on a ce modèle d'apprentissage qui consiste à apprendre beaucoup de choses. Mais le constat général, c'est que on utilise finalement, in fine, dans la spécialisation professionnelle, qu'une, on va dire, partie de cette connaissance. Et donc, alors, justement, moi, j'ai une question par rapport à Sciences Po. Alors, je ne vais pas dire lequel est le meilleur, mais j'imagine qu'il y a vraiment une différence, puisque admettons que je prenne deux systèmes, le système politique français et le système politique américain. Ils sont très différents. Donc, au niveau des études, comment ça se passe? Est-ce qu'on doit d'abord apprendre le système politique en France et après aux États-Unis, ou comment se passe cet apprentissage-là? Parce que là, on est au cœur de la machine, justement. C'est pas comme si c'était des mathématiques qui sont, par exemple, 1 plus 1, quel que soit le pays, ça fait 2. Alors que là, c'est deux systèmes différents, donc c'est deux Sciences Po peut-être différentes. Comment ça fonctionne? En fait, grâce... il y eut une époque où il fallait repasser les examens quand on changeait de pays. Parce qu'il n'y avait pas d'équivalent. Oui, faire une équivalence. Etc. Par exemple, le bac en Angleterre, il n'y a pas de bac, il y a des ordinary level, les O-level, qui correspondent à peu près au brevet, puisqu'il n'y a pas de véritable équivalence. Et puis les advanced level, qui sont l'équivalent du bac, sauf que les advanced levels sont dans une matière spécifique. C'est la spécialisation dans le cursus. Donc, ce n'est pas la même conception non plus de l'intégration des jeunes. Et puis, c'est lié aussi au fonctionnement de pays. Dans un pays comme les États-Unis, où il n'y a pas... où même la santé a un prix concrètement, très tôt, on est dans une dynamique d'insertion professionnelle. Donc, effectivement, on se spécialise en termes de compétences plutôt que de savoir. Donc, what can you do et not what do you know. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, on s'adapte. En Allemagne, il y a aussi des divergences. Mais ce qui est intéressant à savoir, pour ne décourager personne et encourager au contraire cette ouverture internationale qui est une richesse, sans perdre ses origines, sans perdre son identité, en fait, grâce aux ECTS, European Credit Transfer System, donc des systèmes de transfert de crédit européens, c'est-à-dire en gros qui permet d'avoir, en fait, peu importe le pays où on étudie,
d'avoir des équivalences. Par exemple, la licence, chaque année, c'est 60 points. Donc la licence, c'est 180 points, 180 CTS. Donc peu importe où je vais dans l'Europe, j'aurai, par exemple, je suis étudiant de master, j'aurai l'équivalent des points de master et qui sera donc reconnu partout ailleurs sans avoir à passer des équivalents. À repasser comme les médecins. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est aussi le corollaire de l'organisation politique de l'Union européenne et puis de cette mondialisation qui veut aussi la capacité de transférer des compétences. Puisqu'on recrute des ingénieurs dans tous les pays et les États-Unis, par exemple, recrutent dans tous les pays. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir aussi, ça va? Bonne année, ça se passe, ça s'est bien passé les fêtes? Alors, vous êtes entrepreneur culturel. Vous avez fait un show créé, le Comic Creole Show. Donc, comment ça s'est passé? Comment vous avez eu l'idée de créer ce système de alors, j'allais dire de comédie musicale. Non, comédie de stand-up. Voilà, de stand-up. Pas que du stand-up. Alors, allez-y. Stand-up, Comic Creole Show est né en 2014 dans la volonté de faire émerger de nouveaux talents en Guadeloupe. Déjà 10 ans. Parce que quand je suis revenu en Guadeloupe, il n'y avait pas beaucoup de spectacles d'humour. Et avec mon équipe, on a fait des recherches et où on voyait que les derniers vraiment qui faisaient de la scène qui sont arrivés, c'est les Paroles pourries, les Pascal Moresta. Et entre la génération de Pascal Moresta qui est des années 70 et notre génération 80, on n'a pas vraiment de personnes qui représentent aujourd'hui sur la scène, à part Laurent Joseph qui a fait Domino et qui continue sa carrière. Et le but, c'était de créer le Comic Creole Show, mais Dieu seul sait que je ne savais pas qu'après 10 ans, je serais là, parce qu'on l'a créé, c'était pas... les années sont arrivées, voilà, quoi. C'était ce but-là, de faire émerger les talents de Guadeloupe, quoi. Alors, est-ce que ces jeunes talents, justement, puisqu'on était en train de parler de tout ce qui est formation, différentes études, différents diplômes en fonction du cursus de chacun, est-ce que les jeunes talents qu'on arrive à faire émerger sur notre territoire, aujourd'hui, par exemple, sur tout ce qui est comique, mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'artistes, mais je pose aussi la question pour les artistes, puisqu'on a vu quel point... Voilà, c'est pareil. Les comiques, ce sont des artistes. Oui, non, je parlais pour les chanteurs, mais bon... Oui. Dans le sens où, effectivement, c'est pareil, mais dans le sens, est-ce qu'ils arrivent à vivre aujourd'hui avec ce qui se passe sur le territoire? Est-ce qu'il y a suffisamment de spectacles? Est-ce qu'on arrive à produire des DVD comme avant, comme à l'époque? Si je prends pour les artistes, on sait qu'avant, il y avait beaucoup plus de scènes que maintenant, par exemple. Comment ça se passe pour les jeunes qui émergent aujourd'hui? Je pense qu'il faut penser à se diversifier. Les réseaux aussi, ça permet de se diversifier, de faire des déplacements de produits. Ça permet aussi d'avoir une visibilité sur les réseaux, même si le travail qu'on fait sur les réseaux, c'est pas le même travail qu'on fait sur scène. C'est deux mondes différents. Après, vivre de l'humour aux Antilles, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut mettre en place, vraiment se diversifier. Parce qu'on n'aura pas, pour être intermittent du spectacle, il faut faire 42 cachets. Je pense pas que même l'artiste le plus en Guadeloupe, 42 cachets en Guadeloupe, tu vois, il faut vraiment diversifier, aller sur la Martinique, aller sur la Guyane, partir en France et se présenter différemment, quoi. Justement, alors avant, je lance la pub et après je vais revenir avec une question par rapport au chèque culture. On sait que la France, justement, on a changé de Premier ministre là. Donc c'est Rachid Dati, votre nouvelle ministre. Donc bienvenue, voilà. On va voir par rapport au chèque culture si c'est bien fonctionnel sur notre territoire. Chèque culture ou l'adage aussi, puisque ça permet à la population de pouvoir consommer de la culture locale. Donc, on lance la publicité et on revient dans quelques instants pour voir comment ça se passe sur ce point pour nos artistes. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes sur votre plateau ce soir. Alors, c'est ma première. Moi-même, je découvre le plateau, le nouveau plateau de Canal. On a beaucoup d'émissions, beaucoup de sujets à traiter cette année. Vous avez vu, on vous a fait découvrir une jeune femme du Canada qui a mis en place un gros réseau international. Donc ça, bien évidemment, on va suivre ça au fur et à mesure tout au long de l'année. Elle doit venir en Guadeloupe normalement
en novembre. Donc, on aura le temps de vous parler de tout ça. Donc là, le sujet de ce soir, c'est s'engager et entreprendre au pays. Donc, au niveau des études, comment ça se passe? On en a déjà parlé en première partie. Quels sont vos projets, justement, vous qui êtes entrepreneur sur notre territoire? Comment vous vous engagez? Comment vous entreprenez? Et je voulais qu'on revienne sur le chèque culture, justement, avec Bensley. Pour savoir, est-ce qu'il est utilisé sur notre territoire? Est-ce que les gens savent qu'il existe? Comment ça se passe? Normalement, le chèque culture, c'est pour les plus jeunes, à Oui. la base. Je pense que c'est jusqu'à 18-19 ans qu'ils peuvent utiliser. Ils ont droit à 300 € l'année. Pour consommer de la culture, que ce soit normalement les livres, locale. Voilà, le livre. Ils ont aussi on a aussi comment on appelle ça? Le pass culture. Ils C'est ont ça. un site où est référencé tous les événements qui sont... Parce qu'en fait, pour avoir droit au pass culture, il faut que la structure soit référencée sur Adage. Alors, est-ce qu'au niveau de nos artistes, est-ce que nos Après, structures en Guadeloupe sont référencées Nous, pour que on les est, jeunes puissent nous, on est bénéficier? représenté au niveau du Comic Creole Show sur Adage, pass culture, la preuve, on travaille avec les lycées. Il faut être référencé sur Adage. Et après, comme on est sur le département de Guadeloupe, les événements qui se font sur le territoire guadeloupéen, si on est sur Adage, les jeunes peuvent, sous le pass culture, ils peuvent le retrouver quand ils se connectent, quoi. Mais est-ce Après, que... vous dire que moi, comme j'ai pas beaucoup communiqué, parce qu'il y a des informations en Guadeloupe, on n'est pas au courant et on les apprend par intel, par intermédiaire. C'est-à-dire que des fois, on passe, que ce soit les entrepreneurs dans la culture, on passe à côté de subventions qu'on peut avoir, d'aides, tout ça, parce qu'on n'est pas au goût du jour. C'est pas comme en France, des fois, on n'est pas au goût du jour. C'est un tel qui te dit, mais à 2 jours, là, il y a un truc là, vas-y, mais le temps que tu montes le dossier en 2 jours, c'est vite fait, quoi. Donc, il y a un problème de communication. Parce Oui, que là, je par pense exemple, je suis sûre, beaucoup de jeunes seraient intéressés pour venir voir nos comédiens. Oui. Mais ils ont 300 € pour pouvoir... Ou même les concerts. Mais même la holding, je pense que la holding est sur Adage, Pass Culture, les gros événements, ils sont dessus. En fait, quand on se passe l'information, mais ça prend du temps. C'est vraiment le temps que ça arrive à... Voilà. Donc je repose la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc niveau politique, est-ce que nos responsables communiquent dessus? Après, c'est pas que les politiciens. Nous, on a un travail à faire. J'aime pas. Je suis d'accord. Je peux pas. Aujourd'hui, vous pouvez. Je comprends ce que je veux dire, mais il y a un moment, il faut faire travail là, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que lorsqu'une aide... C'est un problème de fédération. D'accord. C'est le problème des crabes qui sont au fond de la marmite et qui se marchent l'un sur l'autre alors qu'on aurait dû faire une chaîne. C'est pas un problème de communication. On t'a pas dit ça il y a 2 jours avant parce que on voulait te donner une force. On t'a dit ça 2 jours avant pour qu'on comprenne que malheureusement, à chaque fois, effectivement, on ne va pas avoir l'information à temps. Parce que très souvent, en plus de ça, cette information, elle n'est pas pour nous. Soyons honnêtes là-dessus aussi. On parle de politique depuis tout à l'heure. Je vais me permettre d'ouvrir ma bouche. Oui, il y a beaucoup de fonds qui sont mis à disposition de la culture. Par contre, quelle quantité de cette somme est vraiment mise à disposition de la culture? Je ne suis même pas sûre que quelqu'un veuille vraiment partir sur ce débat. Donc vraiment, il y a un problème de communication déjà, mais comme il dit, rien qu'entre nous, il y a très peu de Nicolas, il y a très peu de Bensley, Nicolas au pluriel, qui effectivement disent hey, je fais quelque chose là, ça va t'intéresser. Non seulement ça va t'intéresser, mais en plus on peut faire ça ensemble, on a 2 mois. Effectivement, à chaque fois que j'entends parler d'une subvention, il reste 3 jours. À chaque fois. Les dossiers de subvention, les présentations de subventions sont toujours mises en retard même sur le site de la région. Et effectivement, même la région, eux, sont des fois prévenus en retard. Et en plus de ça, en tout petit en bas, c'est écrit que les Outre-mer ne peuvent pas participer. Donc, je pense qu'il y a un manque de mise à disposition aussi, effectivement, de fonds au niveau de la Guadeloupe et de la Martinique, même s'ils ont un peu plus d'aide de ce côté-là. Mais pas juste de la communication. Même entre nous, il y a un problème. Ils ont plus d'aide ou bien leurs politiques font plus le travail?
Vous n'allez pas me faire dire du bien de la Martinique. Ah non, non. Dire qu'ils Ma ont tati plus regarde. on peut pas se permettre, mais dire qu'il nous faut un peu plus de communication, il nous faut, je sais pas, il y a plein de trucs à faire en Guadeloupe. Voilà, en fait, Mais ma après, question, c'est juste... comme nous on voyage, des fois quand je pars, je dis il y a des trucs qu'on a ici et que dans d'autres départements ils n'ont pas. Ils ont Des pas, fois- d'accord. Alors, des fois, D'accord. je me dis, quand j'arrive en Guyane, je dis waouh, il y a un fossé entre nous. Oui. Entre nous et la Guyane, et malgré pour moi, la Guyane, c'est le département le plus riche de France. Il y a un fossé et tu te dis, bon, on est quand même pas mal lotis, mais dans notre pas mal lotis, on veut être mieux lotis, en fait. C'est ça, en fait. C'est normal. Parce que je pense que niveau culturel, on est, et on va sortir du niveau culturel. On ne peut pas me dire que la Guadeloupe, c'est l'île des champions, mais vraiment champion. On n'a pas un pôle d'élite à part comment on appelle ça, le CREPS, mais un truc encore plus poussé parce qu'on fournit beaucoup de champions du monde. Le seul petit pays avec 400 000 habitants, il a les champions du monde Oui, de au mètre foot. carré. Je veux dire, il y a un truc à C'est pareil faire. pour les ingénieurs aussi. Voilà, On il y est a très- plein de trucs. Ça veut dire qu'en Guadeloupe, on devrait déjà ne pas avoir peur aussi de dire aux gens, eh ben, frangin, tu fais un bon boulot, et ne pas attendre que quelqu'un décède pour... C'est ça qu'en Guadeloupe, on attend que la personne décède pour dire oui, mémorial. Mais moi, en fait, quand au foot, je m'en fous de ton mémorial. Quand la personne est décédée, c'est pendant que la personne est en train de travailler. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en mesure, tout ça? Maintenant, tout le monde est en train de faire vélo, mais quand vélo était là, excusez-moi. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il y a des gens sur le terrain qui sont en Guadeloupe, qui se délocalisent. C'est maintenant qu'on peut mettre des fonds pour développer certaines idées. Et je le répète, hein, si Facebook, Mark Zuckerberg était guadeloupéen, il était pas où? Parce que pas pour mon téké chance là. On dit souvent, qui réussit en Guadeloupe réussira partout ailleurs. Mais je veux te faire dans le comprendre monde. que des fois, on n'est pas un pays d'entrepreneurs à la base. Hein. Aux États-Unis, quand on voyage, tu entends que j'ai des amis qui me disent ouais, mais on a investi 4 millions Oui. sur mon projet. Après, historiquement, culturellement, on n'est pas censé être des entrepreneurs en Guadeloupe. Hein. On est... Encore une fois, on va éviter la politique et l'historique là-dessus, mais c'est vrai, en fait, on n'est pas censé sortir de la Guadeloupe et avoir de nouvelles idées pour faire évoluer le pays. On a une direction artistique, politique qui est en place et qui est très bien depuis le temps des colonies, et c'est OK aussi, dans le sens où c'est pour ça qu'on est obligé de sortir au final. Parce que c'est vrai que si on reste dans la mentalité d'ici, on ne se rend pas compte des possibilités. Mais pourtant, oui, c'est possible d'être entrepreneur en Guadeloupe. Oui, c'est possible de gagner de l'argent en Guadeloupe. Mais effectivement, il faut avoir un esprit très ouvert et puis il faut faut unir race. Alors justement, comment entreprendre au pays? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Est-ce que vous arrivez à faire des contrats? Est-ce que vous arrivez à négocier avec les autres territoires? On parlait de la Guyane ou bien des autres pays, puisque vous êtes aussi sur plusieurs pays. Tout à l'heure, vous allez nous parler de vos actualités. Comment vous voyez ça, l'entrepreneuriat en Guadeloupe? C'est un challenge. Bon. Mais après, je pense que c'est important. C'est important de montrer que c'est possible. Je crois que même si... ça fonctionne bien, mais même si les projets que j'entreprenais n'avaient pas fonctionné, je serais heureuse de au moins montrer à ma nièce que tu peux essayer. Moi, je trouve que le problème des générations avant ça, effectivement, elles ont fait ce qu'elles ont pu, parce qu'effectivement, juste avant, on n'avait rien le droit de faire. Maintenant, on a le droit de travailler, on est obligé de travailler, mais on est obligé de travailler pour quelqu'un. Et pourtant, non, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont beaucoup d'idées et qui doivent les développer. Effectivement, il y a quand même, on ne va pas se mentir, parce que depuis tout à l'heure, peut-être qu'on décourage certaines personnes. Non, il y a beaucoup de possibilités. Ah non, en au Guadeloupe. contraire. Il y a beaucoup d'options de développement, mais effectivement, il faut se renseigner un peu plus que si on est ailleurs. On est sur une petite île, on n'est que 400 000 habitants. Et en plus de ça, encore une fois, on n'est pas formé, la personne à côté de moi pourra le dire mieux que moi, on n'est pas formé du tout à être plus que juste le travailleur de quelqu'un d'autre à la base. Alors justement, monsieur Émile, à côté, vous êtes doctorant et vice-président du CROUS. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, Anti-Guyane? Comment ça se passe avec les étudiants? Qu'est-ce qui est mis en place? Au début de l'émission, on parlait justement de monsieur Attal. Donc, est-ce que vous voyez les répercussions lorsque
une politique est mise en place sur le territoire hexagonal. Comment c'est appliqué ici? Et quelles sont les actualités, quelles sont les choses qui sont mises en place pour nos étudiants? Alors, j'ai l'immense honneur d'être engagé étudiant, c'est-à-dire élu étudiant. Alors, on peut être engagé sans nécessairement être élu étudiant, mais c'est un statut. Je suis élu étudiant depuis plus de 7 ans maintenant, au sein des différentes instances de l'université et du CROUS. Actuellement, je suis vice-président depuis 2022, du vice-président étudiant du conseil d'administration du CROUS des Antilles de la Guyane. Donc, je supplée la rectrice en son absence. En fait, il y a beaucoup à dire. Nous avons déjà, qu'est-ce qu'entreprendre? Au sens le plus large, entreprendre signifie se mettre en action, se mettre à faire. Donc, de façon spécialisée, entreprendre signifie créer une entreprise. On a souvent cette image d'entreprendre, entreprise. Ça va ensemble quasiment. Mais il y a plusieurs façons d'entreprendre. J'ai entrepris des études, notamment un doctorat en sciences politiques. On pourrait encore donner plusieurs exemples. Donc, à mon niveau, quand on est étudiant, c'est quoi notre entreprise? Notre entreprise, c'est nos études, ce sont nos études. Mon rôle en tant qu'élu, ma vision de ce service, c'était de permettre à tout étudiant ayant la volonté de réaliser ses études, de pouvoir les mener à bien, indépendamment de sa situation financière. C'est la raison pour laquelle je me suis également engagé au sein du CROUS. Alors, très rapidement, quelles sont les actions auxquelles j'ai participé? Et ça va montrer aussi, ça va répondre aux différentes problématiques qui ont été soulevées, puisque en fait, nous avons entendu le problème des formations. Nous avons entendu le problème de l'accès à certains droits. Et bien justement, l'engagement, c'est-à-dire le premier palier de l'entreprise, c'est-à-dire le stade où on se met en action, ça vient, on va dire, déjà apporter des éléments de solution. En tant qu'élu, je suis informé au premier plan de tout ce qui se fait. Mais encore plus, je prends des initiatives et je crée l'actualité. Par exemple, en tant que vice-président étudiant, j'ai fait passer une motion de revalorisation du pouvoir d'achat des étudiants ultramarins. C'est bien. Qui consiste en fait à une augmentation de la bourse en tenant compte des spécificités ultramarines, notamment la cherté. La cherté de la vie, qui est supérieure à l'Hexagone, à celle de l'Hexagone. Et en travaillant, et je salue ici Nicolas Joachim-Gène pour son engagement également, parce que en fait, c'est ce réseau qui fait qu'on arrive à créer des synergies constructives et qui vont bien au-delà de l'aspect lucratif des choses. D'ailleurs, tout engagement étudiant au sein de l'université, ou du coup, c'est bénévole. Donc, il n'y a vraiment pas... Mais on gagne beaucoup plus que de l'argent, parce que quand on voit le résultat de son travail, c'est vraiment gratifiant. Et donc, je disais que nous avons travaillé avec, par exemple, la sénatrice Victoire Jasmin, en parallèle avec la motion qui est passée au CROUS et qui donc suit, d'un point de vue juridique, un cheminement administratif. Donc, ça passe au CNUS et ça arrive au gouvernement. Eh bien, j'ai été contacté par le gouvernement pour me dire que cette motion sera bien prise en compte. Et avec la sénatrice, lors d'un séminaire organisé par ce qui était à l'époque le DMJ, Dispositif Média Jeunes, nous avons travaillé et soumis une note qui est passée au Sénat également sur la revalorisation de la bourse des étudiants ultramarins. Aujourd'hui, c'est une première. Nous avons une bourse différenciée. Parce que jusqu'ici, nous avions une égalité, mais pas une équité. Oui. Et tout ça, comment c'est possible? Simplement en s'engageant. J'ai pris cette initiative. Justement, je voulais rajouter quelque chose. Donc, comment on se rend compte que si nous pas qu'à prendre l'initiative de faire normal, ça pas qu'à faire. Donc aujourd'hui, on est tous en train de commenter, on voit que tel truc c'est pas normal, mais à quel moment nous allons s'organiser nous
pour nous travailler ensemble sur ça, pour que même si par exemple vous pas aimé sénateur là ça, ou sénatrice là ça, ou même si vous pas aimé doctorant là ça, ou telle association, comme les Américains, pour nous garder, pour nous fonctionner, pour changer ça. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que là, on a l'exemple de ce qui a été modifié. Bravo, super. Mais après, parce qu'il y a une lobby comme ça nous peut faire. Oui. Si nous mettons nous ensemble, parce que pour mon pas parfait. Tu vois, il y a des gens avec qui, par exemple, on se dit, comme on a vu qu'ils ont fait des trucs qui ne nous plaisent pas, on se dit, on ne peut pas travailler avec Femme là ça, on ne peut pas travailler avec ici. Mais on est sur le même pays, on est sur le même archipel. Qu'est-ce qu'on laisse après pour nos enfants, pour nos collègues? Tu vois ce que je veux te dire? Et donc là, moi, j'ai besoin de rebondir sur ce que tu viens de dire pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses comme ça, où il y a beaucoup de travail qui est fait. Parfois, c'est mis dans un tiroir, parfois, c'est mis en dessous de la pile, etc. Mais si là, de toute façon, on n'aura plus le choix, on n'a plus le choix. Là, ça devient tellement catastrophique. Maintenant, la seule solution qu'on a là, c'est travailler ensemble. Donc, apprendre à essayer de voir le bon qui est à côté du négatif de la personne qui est à côté de nous, et on nous garde des canons qu'à faire veille. Et moi, je trouve que c'est un très bel exemple, ce dont tu parles là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver à mettre beaucoup d'énergie à juste constater le problème, comme si c'est la première fois nous qu'à constater, alors que ça fait 20 ans. Et en parler pendant 15 ans. Voilà. Il n'y a pas qu'à faire. Quand on finit de parler, pour l'instant, l'argent là, c'est en poche à d'autres moniques à rentrer. Les problèmes d'eau en Guadeloupe. Par exemple. Pas même parlez-moi de ça. Moi, j'ai dit, je ne reparle plus de ce sujet. Ça, c'est fini. Il n'y a plus de problème d'eau. Alors, avant, j'ai juste une petite question. Donc, 30 secondes, parce qu'après, on va revenir sur votre actualité. Vous nous avez envoyé une petite vidéo qu'on va passer. Mais avant la vidéo, alors, moi, j'ai 2 questions. Donc, qui sont 2 points que j'estime importants, puisque moi-même, j'ai un enfant qui lui-même est déjà à la fac aussi. Est-ce que les serviettes hygiéniques pour les filles, vous avez des distributeurs au Crous, et est-ce que c'est gratuit pour les jeunes filles, parce que c'est important quand même, et ça coûte cher, en plus on se fait voler sur la TVA. De toute façon, il faut passer au lavable les filles, hein, donc on va voir ça après. Et les préservatifs pour les jeunes, comment ça se passe au niveau du Crous? Est-ce qu'il y en a tout le temps? Parce que nous, on ne veut pas que nos jeunes attrapent toutes sortes de maladies, on sait déjà qu'ils n'ont pas de position. Alors c'est quoi la réponse? Donc, ce qui est bien, c'est que le Crous, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, lutte contre toutes les formes de précarité étudiante, y compris la précarité menstruelle. Super, merci beaucoup. Ensuite, il y a aussi des préventions qui ne sont pas exclusivement la mission du Crous, puisque le SUMPS, service universitaire, médico-psychologique, etc., en fait, aussi réalise des préventions, et dont celle des MST, avec la distribution. La drogue aussi, j'imagine. Comment? Avec la drogue aussi, ils disent aux jeunes. En fait, c'est un ensemble. C'est tout ce qui pourrait venir entraver la vie, le travail des étudiants, en fait, est prise en compte, et il y a une grande prévention. D'ailleurs, nous travaillons de pair. Ce sont des administrations qui coopèrent, puisqu'on gère le même public, le public étudiant, sur des aspects parfois différents, mais aussi connexes, puisque certaines commissions comprennent des membres du Crous et également de l'université. En fait, ce sont 2 administrations qui fonctionnent de façon imbriquée, et tout simplement pour une vie étudiante des meilleures. Donc, oui, il y a des distributions de préservatifs. Il y en a eu d'ailleurs en 2023. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'initiatives de manière à permettre, et j'en informe les étudiants qui nous regardent, vous pouvez vous rendre au SUMPS, demander un rendez-vous, l'infirmière, le médecin vous accueillera et sera prêt à répondre à vos questions. Il y a aussi la DOSIP, Direction de l'orientation des services d'insertion professionnelle, qui contient des coachs, qui comprend des coachs, également le service du relais handicap pour les étudiants présentant un handicap, des coachs aussi pour vous encourager dans les études. Et dans votre vie, mais c'est une dimension psychologique que je ne pourrais pas détailler dans l'ensemble. Oui. Mais en fait, vous avez tout et le Crous, précarité donc matérielle, alimentaire, vestimentaire, transport, et j'en passe. Donc, à travers différentes commissions. Eh ben, merci beaucoup. Là, on part sur la vidéo. Oui, en effet, il y a des élections. Et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est en étant
représenter au sein des différentes instances que nous pouvons agir au nom des étudiants. Et donc, cela suppose que les étudiants eux-mêmes prennent leurs responsabilités vis-à-vis de leur communauté. Donc, à l'occasion des élections qui ont commencé, parce que les candidatures sont déjà accueillies, eh bien, j'invite tous les étudiants volontaires à s'inscrire, à candidater pour représenter, travailler au sein de leur communauté, au sein des différentes instances de l'université. Si vous ne candidatez pas, c'est d'autres personnes qui vont vous représenter. En l'absence d'étudiants, eh bien, tout simplement, nos intérêts ne sont pas nécessairement défendus. Voilà, donc là, dites pas que vous n'étiez pas au courant. Alors, on va passer la vidéo et après, on revient avec vous pour en parler dans quelques instants. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vient de voir, s'il vous plaît? On vient de voir que le Green Hostel à Pointe-à-Pitre est un des meilleurs lieux certainement pour passer son carnaval. Parce qu'en fait, effectivement, on a la chance d'être sur un lieu historiquement important pour le carnaval. On est sur le marché de la Darse. On est spécifiquement placé à Saint-Jean-Perse et on a vraiment la chance effectivement d'être au cœur du carnaval. Et même si on aime le festif, comme tout le monde, on s'est rendu compte à travers plusieurs conversations entre nous, jeunes entre 15 et 45 ans, qu'il y a un côté sur le mystique et la puissance du carnaval. Le carnaval est quelque chose qui a sauvé notre peuple et qui sauve notre peuple jusqu'à aujourd'hui, de se rappeler de ses racines. Et donc, du coup, on a fait une collaboration avec plusieurs groupes mythiques du carnaval guadeloupéen, en tout cas, pour créer un événement qui sert de before, parce qu'en fait, même si les groupes, eux, ont leur tradition et donc se retrouvent dans leurs locaux respectifs, les personnes qui viennent soutenir le carnaval ou regarder, mais aussi défiler alors qu'ils ne sont pas adhérents de groupe, puisque ça arrive également. Ne pas oublier qu'Akio a plus de 1000 adhérents, mais plus de 8000, 10 000 personnes qui défilent avec eux chaque année. Et donc ces personnes-là, elles, ont aussi besoin d'une tradition. Et donc on a voulu créer un petit peu le QG pour le before et l'after, parce que malheureusement, avec la diabolisation de Pointe-à-Pitre la nuit, on voulait créer un espace un peu safe, où justement, que ce soit famille ou amis, qu'on puisse se rejoindre après. Et aussi, en fait, la beauté qu'on retrouve, pour ceux qui connaissent le carnaval depuis longtemps, font loger quand tous les groupes se retrouvent et que là, il n'y a plus de tribus spécifiques. Là, c'est une seule belle tribu guadeloupéenne. Et donc, du coup, on a voulu recréer ça de notre côté, du coup, de Pointe-à-Pitre. Et donc, ce qu'on vient de voir, c'est les vidéos qu'on a prises dimanche dernier. On a eu la chance, oui, effectivement, on est entouré. On a Vélo, on a le marché des épices juste à côté, Bergevin, donc on est vraiment entouré. Et on a la chance d'avoir certains groupes qui s'arrêtent devant et même dedans. Donc là, ce qu'on a vu, c'est Akio qui arrive au Quai Lardenois. Et donc voilà, c'est vraiment... on a un mini-musée qu'on présente également. On a la chance d'avoir eu plusieurs groupes qui nous ont prêté. On va les remettre en très bon état, des costumes des saisons passées et qui sont en fait une belle représentation. Chaque groupe a son humeur, chaque groupe a sa raison d'avoir été créé, parce qu'encore une fois, c'est pas juste on enfile un costume et puis on va débrouiller dans la rue. Chacun leur identité. Voilà. Et donc du coup, c'est aussi l'opportunité de découvrir un peu l'historique et les costumes du carnaval pour certains qui ne seront plus jamais utilisés. Et donc là, ils sont placés là en attendant. Et d'ailleurs, merci beaucoup au groupe. Un petit shout-out, justement, évidemment à Kyo, à Mascaclé, Point là, Clé là, Massa Aubet. Je l'ai dit un peu trop vite, Massa Aubet. Alors, si on veut contacter, c'est où?
Alors, on est plus facilement joignable sur Instagram, mais sinon, on aime bien essayer de retourner au plus que possible au bouche à oreille. D'accord. Effectivement, on est tous là en train de sponsoriser, en train alors, bien sûr, évidemment, les médias, c'est très important, mais à l'époque où il n'y avait pas, entre guillemets, tout ça et qu'on arrivait quand même à avoir 1000 personnes là, debout ensemble, on faisait comment? Et c'est justement parce que je te fais confiance, tu m'as dit je dois venir là, alors je viens là. Et on aimerait vraiment ça. Donc, mais sinon, pour nous contacter directement, comme j'ai dit sur Internet, ou vous passez directement nous voir au quartier général 8, donc c'est au 8 quai l'Ardenois. Et en général, il y a toujours quelqu'un sur place, au moins du jeudi au lundi, de 17h à 1h du matin. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec vous. Alors, le conte de Boudherbala. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? On a une affiche, ça va s'afficher, vous allez le voir dans quelques instants. C'est au Palais des Sports du Gosier. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Le conte de Boudherbala, c'est un humoriste français qui sera en Guadeloupe et en Martinique. Le 23 en Guadeloupe au Palais des Sports et le 28 en Martinique. Parce que depuis quelques années, on commence à travailler avec les nationaux, ce qui permet de mélanger la scène, le local et le national. Et là, il viendra le 23 en Guadeloupe et le 28 en Martinique. Et normalement, c'est quelqu'un de chez nous qui fera la première partie. Ah, ça, c'est super. On y Alors, tient. lorsqu'il vient, par exemple, qui part après en Martinique, c'est quelqu'un de Martinique ou vous faites... Non, après, ça serait bien de prendre... Moi, je prendrais un de chaque, que chaque pays, que chaque département ait un jeune ou une jeune pour faire les premières parties. Mais depuis quelques années, on essaie de réduire le... Parce qu'avant, quand les humoristes français venaient, ils restaient dans leur... oui, entre eux. Et depuis quelques années, avec aussi le casino qui fait un travail avec parce qu'on travaille aussi avec les gars du Jamel, on mélange la scène locale avec la scène nationale, quoi. Alors, d'accord. Rendez-vous le 23 au Palais des Sports du Gosier et le 28 au Grand Carbet. Voilà. Et ensuite, comme notre actualité, vous avez un film aussi, donc qui est en cours. Non, je bosse sur un film. Faut pas dire j'ai un film. Vous bossez sur un film. Non, je bosse sur un film avec le réalisateur, c'est Nelson Foy, avec Axel Lafleur aussi qui est à la prod. C'est Zayan qui est censé aller à Cannes. Là, on est en train de faire le retake, ça veut dire reprendre les trucs qu'on a recadrés pour le film. Mais sinon, on a bossé pendant l'été. Et pendant les 2 mois, là, l'été, où il y avait les groupes de carnaval, tout ça. Et puis, je dis aux Guadeloupéens que bientôt, quand ce sera dans les starting blocks, d'aller au Cinestar, d'aller voir le film, quoi. En plus, on voit... Alors, moi, j'ai vu dernièrement, visiblement, la population suit bien les productions guadeloupéennes. Oui, ça se passe bien. Je pense qu'il y a un engouement pour le film en Guadeloupe. Il y a beaucoup plus de tournages. Là, il y a TF1 qui arrive à la fin du mois. Il y a pas mal de tournages. L'année dernière, pendant qu'il y avait 3 tournages en juillet en Pointe-à-Pitre, ça veut dire que tu passais dans cette rue-là, il y avait un tournage. Oui. Tu passais dans l'autre rue, il y avait un tournage. Et dans l'autre rue, je pense qu'il y a un engouement pour la Guadeloupe. Et il faut parce qu'on a des décors. Aussi, de beaux décors. Et je pense que le travail, c'est que le début du cinéma en Guadeloupe. Et nous avons une nouvelle génération qui s'intéresse au cinéma. Moi, ce que je dis aux gens, c'est de se former. C'est bien d'avoir la base, d'être sur les réseaux, mais à un moment, il faut passer à la formation pour acquérir plus d'informations, savoir mieux maîtriser son matériel, tout ça, parce qu'on peut comment on appelle ça, on peut être doué sur un truc, mais la formation rajoute toujours quelque chose en plus, quoi. Effectivement, très, très important. Le mot de la fin, Nicolas? Moi, j'étais très content aujourd'hui d'avoir ces 3 exemples, que ce soit au niveau du cours Anti-Guyane et des travaux de doctorat, au niveau de ce qui se passe tous les dimanches. Il ne faut vraiment pas rater ça, c'est super intéressant et c'est un exemple pour tout le monde. Et aussi avec Bensley qui sort du film Zion et qui s'organise pour le Comic Creole Show pour les 10 ans cette année. Moi, j'étais vraiment très content d'être avec vous. J'étais là au début. Oui,
Voilà toujours. Moins disponible, mais. Non, mais les 10 ans, on était là, il a vu le début. 10 ans maintenant, on est en Guyane, on a fait Humour au féminin, on revient. Il y a pas mal de choses. Et je dis aux gens, il faut y croire. On peut ne pas connaître quelque chose, ou un jeune, il faut y croire. Et il ne faut pas qu'on soit défaitiste dès le départ. Non, ça peut que marcher. Parce que le gars qui a créé l'avion, oui. Lui, il y avait 3 personnes même sont passées avant lui en disant un jour, il y a quelque chose qu'on va faire comme voler. Ben l'a dit tout à l'heure, là, il dit si Zuckerberg était en Guadeloupe, il était pas haut. Moi, qui dit, qu'on dit là, parmi, c'est pas haut là, ni des Zuckerberg. Ah oui. Et à pas un qui parmi les pas hauts, autour de nous, dans nos familles, il y a le monde qui portent un gamme qui n'ont pas encore été reconnus. On a des diamants partout. C'est entièrement vrai. Même pas, allons essayer de dirais même pas s'entraider. reconnu. Reconnu, c'est un grand terme on n'a jamais cru. Ouais. Sortez de votre zone de confort. On a fait 1 an de coaching avec Gilles Casimir justement pour ça. Sortez de votre zone de confort parce qu'effectivement, vous êtes peut-être des marques Zuckerberg. C'est ça. Exactement. Et si vous avez une passion, essayez. Si ça se trouve, tu es le meilleur joueur de baseball de tous les temps, mais tu n'as jamais été. C'est ça, exactement. Là, on va rendre l'antenne. Je sens que là, ils sont partis en plateau, ça y est. La semaine prochaine, on a une émission spéciale pour les femmes. Vas-y. Je viendrai. Ah bon, on a une émission, pourquoi pas, maintenant on a des sièges pour le public. On a une émission spéciale pour les femmes. On sera avec les premières de Guadeloupe et avec la nouvelle association qui est l'association Afrique Femmes Révolution. Afrique Femmes, j'ai oublié le mot, mais c'est la fameuse femme africaine qui a été reçue par Joe Biden. Eh bien, elle a fait une branche en Guadeloupe et il va se passer beaucoup de choses pour les femmes cette année et comme ça vous allez voir on va mettre des grosses connexions en place avec les oui ça va être bien donc à la semaine prochaine, bon week-end et bonne semaine à vous, merci de nous avoir suivis, au revoir. On aurait pu rester jusqu'à la fin. 11 heures.